À mon dîner d'anniversaire, grand-père m'a dit, « Tu aimes cette voiture que je t'ai achetée ?» Mes parents sont devenus blancs. Ce ne sont pas des accusations si elles sont vraies, dis-je en gardant mes distances. Je suis au courant pour le fonds en fiducie, papa. Je suis au courant pour la voiture, l'appartement à Portland, pour tout. Ma mère tamponna des larmes invisibles. Tu ne comprends pas, ma chérie. Nous te protégions. De quoi? De l'indépendance financière? De la chance de vivre ma propre vie? Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour rester calme. De toi-même, lança-t-elle sèchement, le masque de l'inquiétude se fissurant. Tu as toujours été peu pragmatique, la tête dans les nuages, tout comme ton grand-père. Tu veux dire créative, indépendante, refusant d'être contrôlée. Je croisai les bras. Ce sont des qualités à célébrer, pas à étouffer. Mon père se leva, ajustant sa veste coûteuse. Le fonds en fiducie a été établi quand tu étais mineur. En tant que tes parents, nous avions tout à fait le droit de gérer ces actifs comme nous l'entendions. Après mes 18 ans, contestai-je. Après mes 21 ans? Et maintenant, papa? J'ai 26 ans. Quelle est ton excuse pour avoir falsifié ma signature? Pour avoir vendu des biens en mon nom? Une lueur de malaise traversa son visage. Il y avait certains arrangements légaux qui nous donnaient l'autorité. Tu veux dire la fausse procuration? Celle avec une autre signature falsifiée? Le visage de ma mère se durcit. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce vieil homme allait tout te donner sans aucune condition. Tu aurais tout gaspillé. C'était son choix. C'était mon argent à gaspiller si je le voulais. Je sentis un calme étrange m'envahir. Sortez de mon appartement. Cet appartement que nous t'avons aidé à obtenir, rétorqua mon père. Avec la caution que vous avez payée avec mon argent, le corrigeai-je. Chaque centime avec lequel vous m'avez aidé provenait du fonds en fiducie que grand-père a créé pour moi. De l'argent que vous avez volé. Ils finirent par partir, mais pas avant que ma mère ne lance une dernière pique. Ton grand-père ne vivra pas éternellement, Laurel. Quand il ne sera plus là, qui auras-tu? Pense Y avant de détruire cette famille. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les moments où ma vie aurait pu être différente, la prestigieuse école d'art où j'avais été accepté mais que je ne pouvais pas me permettre sauf que j'aurais pu, le stage à New York que j'ai refusé parce que mes parents m'avaient convaincu que c'était trop cher d'y vivre alors que j'en avais les moyens depuis le début, la relation avec Nathan qui s'était effondrée sous le poids du stress financier et de mon incapacité à avancer dans nos projets. Toute ma vie d'adulte avait été construite sur une base de mensonges. Le lendemain, je me rendis au garde-meubles où je gardais des boîtes de vieux papiers que mes parents m'avaient aidé à organiser après l'université. Au fond d'un bac poussiéreux, je trouvais des documents de prêt avec des taux d'intérêt bien plus élevés que ceux que je me souvenais avoir acceptés. Je trouvais des relevés bancaires montrant des retraits que je n'avais jamais effectués. Je trouvais une vie qui avait été orchestrée à mon insu et sans mon consentement. Quand je retournai au cottage de grand-père, je le trouvai assis sur le porche avec un homme en costume impeccable. « Laurel, voici Thomas Kellum, dit grand-père. Il a été notre avocat de famille pendant de nombreuses années jusqu'à ce que ton père, eh bien, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. » Monsieur Kellum se leva, tendant sa main. « J'ai attendu longtemps pour vous rencontrer, mademoiselle Everhart. » Autour d'un thé glacé, Monsieur Kellum expliqua comment mon père l'avait progressivement écarté de la gestion des affaires juridiques de la famille il y a environ 3 ans. J'avais des inquiétudes concernant certains documents que l'on me demandait de traiter, dit-il prudemment, en particulier concernant la planification successorale de votre grand-père et votre fonds en fiducie. Saviez-vous qu'il falsifiait ma signature, demandai-je. Il parut mal à l'aise. Je suspectais des irrégularités. Je ne pouvais pas le prouver. Mais quand j'ai soulevé mes inquiétudes, votre père a mis fin au service de notre cabinet de manière assez abrupte. Il fit glisser une carte de visite sur la table. J'ai depuis ouvert mon propre cabinet. Si vous envisagez d'intenter une action en justice, je serais honoré de vous représenter. Pro bono. Plus tard, après le départ de Monsieur Kellum, je m'assis avec grand-père sur sa balancelle de Porsche, regardant le coucher de soleil peindre le lac de teintes orange et or. J'ai toujours pensé que je faisais quelque chose de mal, admis-je. Qu'il y avait une faille en moi qui m'empêchait de réussir, d'avancer. Je ne comprenais pas pourquoi tout semblait si bloqué. Grand-père passa son bras autour de moi, et je me blottis contre lui comme je le faisais enfant. Tu n'as jamais eu de faille, Laurel.
Tu étais juste piégé. Mais plus maintenant. J'ai peur, murmurai-je. De quoi, ma chérie? De découvrir jusqu'où cela va. De les affronter. De perdre ma famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle. Grand-père resta silencieux un long moment. La famille, ce n'est pas seulement le sang, Laurel. C'est la confiance. C'est l'honnêteté. C'est vouloir le meilleur pour les autres, même si cela signifie lâcher prise. Il me serra l'épaule. J'aurais dû mieux te protéger. J'ai vu des signes au fil des ans mais je les ai ignorés. Je ne referai pas cette erreur. Cette nuit-là, je pris une décision. Je me battrai non seulement pour l'argent, bien que j'en ai besoin et que je le mérite, mais pour la vie qui m'avait été volée, pour les années d'indépendance que j'aurais dû avoir, pour la confiance qui avait été systématiquement minée. Le lendemain matin, j'appelai M. Kellum et lui dis que je voulais engager une action en justice. Ensuite, j'appelai un serrurier pour changer les serrures de mon appartement. Enfin, j'appelai mon amie d'enfance, Willa, qui travaillait comme experte comptable judiciaire. Laurel, répondit-elle, surprise. Ça fait des lustres. J'ai besoin de ton aide, dis-je. C'est compliqué, désordonné et probablement illégal. Il y eut une pause. Puis Willa se mit à rire. Tu m'as eu à compliquer. Quand peut-on se voir? En raccrochant, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un sentiment de possibilité, de porte qui s'ouvre au lieu de se fermer. Mes parents avaient volé mon héritage, mes opportunités, même ma signature. Mais ils n'avaient jamais réussi à prendre la seule chose qui comptait le plus, ma détermination à construire une vie qui soit vraiment la mienne. Les bureaux d'avocats de Kellum et Associés occupaient le 3e étage d'un immeuble en briques rénové du centre-ville de Mapleton. En franchissant la porte, une vague d'anxiété me submergea. Étais-je vraiment sur le point de poursuivre mes propres parents en justice? Mademoiselle Everhart, une femme aux cheveux argentés coupés courts et aux yeux bienveillants s'approcha, tendant la main. Je suis Justinda. Thomas dit le plus grand bien de vous. Contrairement aux avocats d'affaires que mon père affectionnait tous en tailleur de pouvoir et poignée de main agressive, Justinda avait une confiance tranquille qui me mit immédiatement à l'aise. Elle me conduisit à une salle de conférence où M. Kellum attendait avec une pile de dossiers et un sourire compatissant. Avant de commencer, dit Justinda en s'asseyant en face de moi, je veux que vous compreniez dans quoi vous vous engagez. Les procès de famille sont désordonnés, émotionnellement épuisants et rarement rapides. Êtes-vous préparé à cela? Je pensais aux années qui m'avaient été volées, aux opportunités perdues, aux mensonges qui avaient façonné toute ma vie d'adulte. J'en ai fini de les laisser contrôler mon récit, dis-je fermement. Je veux récupérer mon nom, mon argent et mon indépendance. Justinda hocha la tête, apparemment satisfaite de ma résolution. Alors, commençons. Au cours des 3 heures suivantes, nous avons exposé mon cas, manquement à l'obligation fiduciaire, détournement d'actifs, usurpation d'identité et falsification. Mes parents n'avaient pas seulement violé ma confiance, mais aussi de nombreuses lois. La bonne nouvelle, dit M. Kellum, c'est que la tenue de registre méticuleuse de votre grand-père nous donne une base solide. La mauvaise nouvelle, c'est que vos parents ont eu des années pour brouiller les pistes. Ils ont probablement déplacé des actifs, créé de fausses pistes documentaires, peut-être même détruit des preuves, ajouta Justinda. Nous devons agir rapidement avant qu'ils ne puissent cacher davantage de choses. À la fin de la réunion, un plan était en place. Justinda demanderait des injonctions d'urgence pour geler les actifs liés à ma fiducie. M. Kellum s'occuperait des communications avec l'équipe juridique de mes parents, et je commencerai le douloureux processus de documenter chaque cas de manipulation financière dont je pouvais me souvenir. Alors que nous terminions, Justinda me tendit sa carte avec son numéro de portable personnel écrit au dos. L'abus financier est toujours un abus, Laurel. Ne laissez personne vous dire le contraire. 2 jours plus tard, les assignations commencèrent à fuser. Mes parents, Elliot, leur banque, le concessionnaire automobile, l'agence immobilière qui s'était occupée de l'appartement de Portland tous reçurent l'ordre de conserver les dossiers et de fournir la documentation. La première réponse de mon père fut d'engager Preston Wallace, l'avocat le plus agressif de l'État. Ils prennent ça au sérieux, observa grand-père quand je lui en parlais. Nous étions assis sur sa balancelle de Porsche, regardant un orage d'été traverser le lac. Il avait insisté pour que je reste avec lui pendant la bataille juridique, offrant à la fois un soutien émotionnel et une distance de sécurité par rapport à mes parents. Tu t'attendais à moins de la part de papa, demandai-je,
essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. Non. La main de grand-père trembla légèrement alors qu'il attrapait son thé. Dwight a toujours été stratégique. Je remarquai que grand-père semblait plus fragile ces derniers temps, se déplaçant plus lentement, oubliant de petites choses. Quand je l'avais mentionné, il avait balayé mes inquiétudes. Juste fatigué, ma petite Laurel. Rien d'inquiétant. Mais j'étais inquiète. Le stress du procès ne pouvait pas être bon pour lui. Une semaine après le début des procédures judiciaires, Elliot m'appela. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'emporta. Laurel, commença-t-il, sa voix inhabituellement hésitante, je veux aider. Je ris amèrement. Tu as assez aidé, tu ne crois pas? Non, je suis sérieux. Je témoignerai de tout, la voiture, l'appartement, les documents falsifiés, tout. Ma prise sur le téléphone se resserra. Pourquoi ce changement de cœur soudain? Ta conscience coupable te rattrape enfin. En partie, admis-il, mais aussi, Jessica est enceinte. Nous allons avoir une petite fille. Sa voix se brisa. Je n'arrête pas de penser à ce que papa a fait, à ce que je l'ai aidé à faire. Je ne pourrais pas supporter que quelqu'un traite ma fille de cette façon. Je voulais rester en colère, lui dire que c'était trop peu, trop tard. Mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis notre enfance, me fit marquer une pause. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Demandai-je prudemment. Tout ce que je sais, nom, date, compte en échange de ne pas porter plainte contre moi. Il prit une profonde inspiration. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux arranger les choses, Laurel. Vraiment. Ce soir-là, je rencontrai Justinda pour discuter de l'offre d'Elliot. Elle était sceptique mais pragmatique. Son témoignage pourrait faire éclater cette affaire, admit-elle. Et vos parents auraient plus de mal à le qualifier de confus ou de vindicatif. En quelques jours, Elliot avait signé un accord d'immunité et fourni une déclaration sous serment détaillant des années de manipulation financière. Le document était accablant, décrivant non seulement la voiture et le fonds en fiducie, mais aussi des vols plus modestes que je n'avais même pas encore découverts, des chèques d'anniversaire de parents qui ne m'étaient jamais parvenus, un petit héritage d'une grand-tante, même des droits d'auteur pour une illustration de livre pour enfants que j'avais faite à l'université. Ils n'ont vraiment rien laissé intact, n'est-ce pas? Dis-je à Justinda en examinant la déclaration d'Elliot. Elle me serra l'épaule. Les gens comme vos parents ne savent pas quand s'arrêter. C'est comme ça qu'ils se font prendre. L'affaire prenait de l'ampleur lorsqu'une journaliste locale nommée Sarah Reeves me contacta. Elle avait entendu des rumeurs sur le procès et voulait m'interviewer pour un article sur l'abus financier au sein des familles. Je ne sais pas, dis-je à grand-père ce soir-là. Rendre ça public me semble exposant. C'est ta décision, dit-il doucement. Mais souviens-toi, le secret n'a jamais protégé que, pas toi. Avant que je puisse me décider, une autre bombe tomba. Lors d'une fouille de routine du bureau de grand-père à la maison, nous trouvâmes un coffre-fort verrouillé derrière une peinture du lac. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'une semaine après son AVC, qui m'était adressée et notariée par son infirmière à l'hôpital. Ma très chère Laurel, commençait-elle. Si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné. La voiture n'est que le début. Il y a un fonds en fiducie à ton nom à la Meridian Bank, numéro de compte 87259-34B. Il y a aussi un appartement à Portland, entièrement payé, qui attend que tu le réclames. Ces cadeaux viennent sans aucune condition, seulement mon amour et ma conviction en ton brillant avenir. Ne fais confiance à personne d'autre que Thomas Kellum pour ses affaires. Ton grand-père qui t'aime. La lettre incluait les numéros de compte, les détails de la propriété, même le NIV de la BMW. C'était tout ce dont nous avions besoin, une preuve concrète que les cadeaux de grand-père étaient réels et intentionnels. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du coffre-fort, lui demandai-je, la voix étranglée par l'émotion. Grand-père parut embarrassé. J'ai oublié, pour être honnête. L'AVC, il a plus affecté ma mémoire que je ne veux l'admettre. Il toucha la lettre avec des doigts tremblants. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que je devais te laisser une piste à trouver. Quand Justinda déposa la lettre au tribunal, la défense de mes parents commença à s'effondrer. Leur avocat demanda une réunion. Ils veulent un règlement à l'amiable, m'informa Justinda, discrètement, hors du tribunal. Non, dis-je immédiatement. Je veux que ce soit enregistré. Je veux qu'un juge entende ce qu'ils ont fait.
La veille de notre première comparution importante au tribunal, ma mère se présenta seule au cottage de grand-père. Elle semblait plus petite en quelque sorte, ses vêtements de marque flottant sur sa silhouette, des cernes sombres sous les yeux. 5 minutes, dis-je, sortant sur le porche et fermant la porte derrière moi. C'est tout ce que tu as. Laurel, s'il te plaît. Sa voix se brisa. Tu dois comprendre. J'essayais de te protéger. De quoi? De l'indépendance? Du bonheur? De faire des erreurs? De gaspiller ton potentiel dans des chimères? Elle pleurait maintenant, le mascara traçant des lignes sur ses joues. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir ton enfant sur le point de tout gâcher. Pour une école d'art? Pour déménager à Portland? Pour vivre ma propre vie, l'interrompis-je. Ce n'étaient pas des erreurs, maman. C'étaient mes choix. Des choix que vous m'avez volés. Ton père, commença-t-elle. N'accuse pas papa. Vous étiez tous les deux complices. Elle s'effondra sur la balancelle du porche, paraissant soudain ses 58 ans. Elias t'a toujours préféré, murmura-t-elle. Mon propre père, il n'a jamais cru en moi comme il croyait en toi. Sais-tu ce que ça fait? De savoir que ton père pense que ton enfant a plus de potentiel que tu n'en as jamais eu. Pendant un instant, j'entrevis la fille blessée sous l'extérieur contrôlant de ma mère. Mais la sympathie ne changerait pas ce qu'elle avait fait. Ça ne justifie pas de me voler, dis-je doucement. Rien ne le justifie. Elle partit sans un autre mot, les épaules voûtées par la défaite. Je la regardais s'éloigner en voiture, me sentant vide plutôt que vengeresse. Il n'y avait pas de gagnant dans ce combat, seulement divers degrés de perdants. Le lendemain au tribunal, mon père était froid et posé, regardant droit devant lui pendant qu'Elliot témoignait contre lui. Ma mère ne pouvait s'arrêter de pleurer. J'étais assise entre Justinda et grand-père, me concentrant sur une respiration régulière alors que des années de tromperie étaient exposées au grand jour. Quand ma mère monta à la barre, elle s'effondra complètement. Elle a toujours été si spéciale, sanglota-t-elle en me désignant. Si talentueuse. Elias l'a vue. Dwight l'a vue. Tout le monde l'a vue. Je voulais la garder près de moi, en sécurité. J'avais peur que si elle avait tout cet argent, toute cette liberté, elle partirait et ne reviendrait jamais. Alors, vous lui avez volé, demanda Justinda, sa voix douce mais inflexible. Nous avons emprunté, insista ma mère. Nous allions tout rembourser. Mais ensuite il y a eu des urgences, et Elliot avait besoin d'aide pour sa maison. Et avez-vous falsifié la signature de Laurel Everhart sur des documents légaux, interrompit Justinda. Le silence de ma mère fut une réponse suffisante. Contrairement à sa femme, mon père ne montra aucun remords à la barre. Il parla de gérer les actifs familiaux de manière responsable et de protéger ma fille de décisions impulsives. Interrogé sur les falsifications, il affirma qu'elles avaient été faites avec un consentement implicite en tant que son père. L'expression du juge devint de plus en plus sévère tout au long de son témoignage. Au moment où mon père annonça son intention de me poursuivre en retour pour détresse émotionnelle, je savais que nous avions gagné. Le dernier jour de témoignage apporta un témoin surprise, Willa Matthews, mon amie d'enfance qui travaillait maintenant comme experte comptable judiciaire. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis que mes parents avaient découragé notre amitié après le lycée. Mademoiselle Matthews, qu'a révélé votre analyse des finances de la famille Everhart, demanda Justinda. Willa me jeta un regard d'excuse avant de répondre. Un schéma systématique d'abus financiers s'étalant sur environ 8 ans, déclara-t-elle, son attitude professionnelle démentant notre lien personnel. D'après les dossiers fournis, Laurel Everhart a été escroqué d'environ 427 685 $ en fonds détournés, sans compter les intérêts potentiels ou les retours sur investissement. La salle d'audience tomba dans le silence. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Alors que le tribunal levait la séance pour la délibération du juge, Justinda me serra la main. Tout va bien se passer, murmura-t-elle. Nous avons gagné. Maintenant, nous attendons juste de voir combien. 3 semaines après le dernier témoignage, nous sommes retournés au tribunal pour le verdict. Je portais une simple robe bleue que je m'étais achetée, le premier vêtement que j'avais acheté sans me soucier de l'approbation de mes parents depuis des années. Dans l'affaire Everhart contre Everhart, commença le juge Michael, ce tribunal se prononce en faveur de la plaignante, Laurel Everhart. Le soulagement m'envahit si puissamment que j'ai failli manquer le reste de ses paroles. Le jugement était complet,
restitution intégrale de tous les fonds détournés avec intérêt, retour de tous les actifs restants achetés avec mon argent, et dommages et intérêts punitifs pour la falsification et la fraude. Au total, près de 500 000 $ me seraient restitués. Mon père sortit en trombe de la salle d'audience sans me regarder. Ma mère essaya de s'approcher, mais Justinda s'interposa entre nous, une gardienne silencieuse dont je n'avais pas su que j'avais besoin jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans ma vie. Ce n'est pas fini, murmura ma mère en passant. La famille, c'est pour toujours, Laurel. Cela sonnait plus comme une menace qu'un réconfort. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes s'étaient rassemblés. La nouvelle de l'affaire inhabituelle de fraude familiale s'était répandue. Je refusais de commenter, mais regarder mon père se cacher le visage des caméras alors qu'il se hâtait vers sa voiture m'apporta un étrange sentiment de justification. Pour une fois, il ne pouvait pas contrôler le récit. Les semaines qui suivirent le verdict furent un tourbillon de paperasse, de réunions bancaires et d'ajustements à ma nouvelle réalité. Mon père disparut complètement de la vie familiale, prenant apparemment un poste de consultant à l'étranger. Ma mère alternait entre des appels en larmes pour la réconciliation et des accusations froides de trahison. Je restais au cottage de grand-père, l'aidant à prendre soin de lui alors que sa santé continuait de décliner. Malgré mes inquiétudes, il insistait pour m'accompagner à chaque réunion importante. Je ne manquerai plus un seul moment de ta vie, ma petite Laurel, disait-il en me tapotant la main avec la sienne de plus en plus frêle. La vérité, c'est que j'avais besoin de lui là. Chaque pas vers l'indépendance semblait à la fois exaltant et terrifiant. Après des années de manipulation subtile, je remettais en question même les décisions les plus simples. La présence stable de grand-père m'aidait à m'ancrer quand je me sentais à la dérive. Un après-midi pluvieux, alors que nous examinions les options d'investissement pour mes fonds nouvellement récupérés, grand-père eut une quinte de tout qui ne s'arrêtait pas. Ses lèvres devinrent bleues, et j'appelai une ambulance, le cœur battant de peur. Pneumonie, expliqua le médecin plus tard dans le couloir de l'hôpital. Et son cœur est plus faible que ce que son dernier bilan indiquait. A-t-il été soumis à un stress inhabituel récemment? Je pensais au procès, à la fracture familiale, au mois de lutte. Oui, admis-je, beaucoup de stress. Eh bien, il est stable pour l'instant, mais il a besoin de repos. De vrai repos. L'expression du médecin était gentille mais sérieuse. Et probablement d'un peu d'aide à la maison quand il sortira. Cette nuit-là, assise au chevet de grand-père à l'hôpital, regardant les moniteurs suivre son rythme cardiaque, je pris une décision. J'emménagerai avec lui de façon permanente, au moins jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Il était temps que je m'occupe de lui pour changer. Quand je lui exposai mon plan le lendemain matin, il sourit faiblement. Toujours à t'occuper des autres, n'est-ce pas? Tout comme quand tu étais petite. Il me serra la main. Mais tu as ta propre vie à construire maintenant. Tu es ma vie, grand-père. Ma vraie famille. 2 jours après le retour de grand-père de l'hôpital, Elliot se présenta au cottage. J'ai failli lui claquer la porte au nez, mais quelque chose dans son expression m'arrêta. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, dit-il rapidement. Je veux aider avec grand-père. Il hésita, puis me tendit une enveloppe. Jessica et moi allons avoir une fille. Nous voulons l'appeler Laurel, en ton honneur. Si ça ne te dérange pas. Je fixai la photo de l'échographie à l'intérieur de l'enveloppe. Ce petit être qui partagerait mon nom. Pourquoi, demandai-je, sincèrement confuse. Après tout ce qui s'est passé? Elliot baissa les yeux. Parce que tu es la personne la plus forte que je connaisse, et je veux que ma fille soit forte aussi. Il déglutit difficilement. Je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai suivi maman et papa si longtemps. Pourquoi je t'ai trahi. Je n'attends pas ton pardon, Laurel. Je veux juste une chance d'être meilleur. Je ne lui pardonnais pas ce jour-là, ni le suivant. Mais progressivement, alors qu'il se présentait de manière fiable pour aider avec grand-père, qu'il partageait des aperçus de sa thérapie sur les tactiques de manipulation de nos parents, qu'il s'efforçait de faire amende honorable de petites manières constantes, une fissure s'ouvrit dans le mur que j'avais construit contre lui. Un soir, après le départ d'Elliot, grand-père me regarda faire la vaisselle avec une expression pensive. Le pardon, ce n'est pas qu'il le mérite, tu sais, dit-il doucement. C'est pour te libérer du poids de leur tort. Je m'essuyai lentement les mains. Je ne sais pas si je suis prête pour ça pour l'instant. C'est bien aussi. Il sourit tristement. Certaines blessures ont besoin de temps.
Le temps passa. Grand-père avait des bons et des mauvais jours. J'installai un bureau à domicile dans la véranda du cottage et commençai à prendre des projets de design en freelance, me constituant un portfolio indépendant des relations de mon père. Pour la première fois, mon travail reflétait vraiment ma vision créative plutôt que ce qui plairait à mes parents ou à leurs amis. Une lettre recommandée arriva un matin, adressée à moi de l'écriture élégante de ma mère. Je la fixai longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 10 pages, tachée de larmes par endroits. Ma mère y parlait de sa propre enfance difficile, de la manière dont les grandes attentes de son père l'avaient façonnée, de la façon dont elle avait projeté ses insécurités sur moi. Elle décrivait sa jalousie de ma relation avec grand-père Elias, sa peur de l'abandon, sa descente progressive vers un comportement de contrôle qu'elle justifiait comme une « protection ». Rien de tout cela n'excuse ce que j'ai fait, écrivait-elle vers la fin. Je vois un thérapeute maintenant. Elle dit que j'ai des tendances narcissiques que je n'ai jamais abordées. Je ne sais pas si je peux changer à mon âge, mais je veux essayer. Pas pour te regagner, je ne le mérite pas, mais parce que je ne veux plus jamais blesser quelqu'un comme je t'ai blessé. Je lus la lettre 2 fois, puis la pliai soigneusement et la rangeai. Je ne répondis pas, mais je ne la jetai pas non plus. Un jour, je serai peut-être prête à la relire. Pendant ce temps, je tissais des liens de mon propre choix. Willa et moi avons ravivé notre amitié, nous retrouvant chaque semaine pour un café et une conversation. Justinda devint un mentor, m'aidant à naviguer dans ma nouvelle indépendance financière avec sagesse et humour. Et je rejoignis un groupe de soutien pour les survivants d'abus financiers familial, trouvant de la solidarité dans des expériences partagées. 6 mois après le procès, j'utilisais une partie de mes fonds récupérés pour lancer un petit studio de design spécialisé dans l'image de marque pour les artistes locaux et les petites entreprises. Je le dirigeais depuis le cottage de grand-père, convertissant un ancien hangar à bateau en mon espace de travail. Mon premier client fut un potier local dont grand-père collectionnait les œuvres depuis des années. Quand je lui montrai le dossier de branding que j'avais créé, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai toujours su que tu ferais des choses remarquables, Laurel, dit-il, si seulement tu en avais l'occasion. J'ai cette chance maintenant, lui dis-je en lui serrant la main. Grâce à toi. » Les saisons changèrent. L'automne peignit les arbres autour du lac d'orange et de rouge vif. L'hiver apporta la neige qui recouvrit le cottage d'un blanc paisible. Le printemps arriva avec de nouvelles pousses vertes et un renouveau. Et grand-père Elias s'affaiblit. Je savais que ça allait arriver. Les médecins m'avaient prévenu que son cœur défaillait progressivement. Mais le savoir ne rendait pas plus facile de le voir s'éteindre, cet homme qui m'avait sauvé, qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. « Ne sois pas si morose », me dit-il un soir alors que nous étions assis sur le porche, emmitouflés dans des couvertures malgré l'air doux de mai. J'ai eu une belle vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais aussi quelques bonnes choses. Plus que quelques-unes, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Il me tapota la main. Le fonds en fiducie n'était que de l'argent, ma petite Laurel. Le véritable héritage que je voulais te donner, c'était le courage, la confiance en soi. Ses yeux bleus, toujours brillants malgré sa pâleur, croisèrent les miens. Personne ne peut te les enlever. Plus jamais. 2 semaines plus tard, par une parfaite matinée d'été, grand-père Elias s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Je le trouvai serein, un petit sourire aux lèvres, la première lumière de l'aube filtrant par sa fenêtre. Les funérailles furent modestes, comme il l'aurait voulu. Elliot et Jessica vinrent avec le bébé Laurel, maintenant âgé de 6 mois et gazouillant dans les bras de son père. Quelques vieux amis de grand-père étaient présents. Ma mère arriva seule, se tenant à l'arrière, ne s'approchant pas de moi, mais hochant la tête respectueusement lorsque nos regards se croisèrent à travers la pièce. Mon père n'est pas venu. Je fis l'éloge funèbre, ne parlant ni d'héritage ni de bataille juridique, mais d'un homme qui m'avait appris à pêcher quand j'avais 7 ans, qui m'avait encouragé à dessiner quand mes parents pragmatiques insistaient pour des cours de comptabilité, qui m'avait montré ce qu'était l'amour inconditionnel. Grand-père Elias croyait en une vie authentique, dis-je à la petite assemblée. Il a bâti son succès sur le travail acharné et l'intégrité, mais il mesurait sa valeur aux vies qu'il touchait, pas à la richesse qu'il accumulait. Au final, son plus grand cadeau n'était pas la sécurité financière. C'était de me montrer comment rester fidèle à ma propre vérité. Après la cérémonie, alors que les gens se mêlaient tranquillement autour d'un café et de sandwichs, Elliot s'approcha avec sa fille dans les bras. « Elle a tes yeux », dis-je en souriant au bébé qui me regardait solennellement. « Et j'espère ton esprit », répondit-il. « Laurel, je...
Il déglutit difficilement. Merci de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui, de m'avoir permis de lui dire au revoir. Je hochai la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans ma gorge. La petite Laurel tendit la main et attrapa mon doigt, sa prise étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. Voudrais-tu être sa marraine? Demanda soudain Elliot. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je veux qu'elle te connaisse, qu'elle apprenne de toi. Je regardais cette petite homonyme, cette nouvelle génération qui méritait mieux que l'héritage de secrets et de contrôle dans lequel j'avais grandi. Oui, dis-je doucement. Je serais honoré. Le cottage m'appartenait désormais. Grand-père avait mis à jour son testament après notre réconciliation pour s'assurer qu'il ne pourrait y avoir aucune contestation. J'en fis ma résidence permanente, le remplissant de couleurs et de lumière, préservant son essence tout en le faisant mien. Willa rejoignit mon studio de design en tant que partenaire commercial, apportant son expertise financière pour compléter ma vision créative. Ensemble, nous avons construit quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu accomplir seule. Everhart et Matthews Design, dit-elle un jour en admirant notre nouvelle enseigne, ça sonne bien. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je, ressentant une vague de fierté. C'était à moi. Gagné dans la douleur mais construit avec joie. Le jour de ce qui aurait été le 81e anniversaire de grand-père, je reçus un petit paquet de son avocat. À l'intérieur se trouvait une montre de poche ancienne avec une note, à livrer à Laurel Everhart le jour du premier anniversaire du décès d'Elias Everhart. La montre était en or, finement gravée, et fonctionnait toujours régulièrement. À l'intérieur du boîtier, fraîchement gravé, se trouvaient les mots « Tu as toujours été destiné à diriger ». Ce soir-là, j'emmenai mon journal au bout du quai, balançant mes pieds dans l'eau fraîche du lac tandis que le soleil se couchait. J'ouvris une nouvelle page et écrivis, il y a 2 ans aujourd'hui, une simple question lors de mon dîner d'anniversaire a tout changé, la voiture roule-t-elle toujours bien? Depuis, j'ai perdu et retrouvé une famille, récupéré ce qui m'avait été volé, et découvert des forces que je ne savais pas que j'avais. Ils ont pris l'argent. Ils ont menti. Mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus puissant, moi-même. Je fermai le journal et regardai l'eau, observant la lumière jouer à sa surface. Le cottage derrière moi était chaleureux avec les lampes que j'avais allumées plus tôt. Mes ébauches de design étaient étalées sur la table de la salle à manger. Mon calendrier était plein de clients et d'engagements que j'avais choisis moi-même. Je pensais à grand-père Elias, à son courage et à sa gentillesse. Je pensais à la douleur et à la trahison qui m'avaient amené ici et à la liberté que j'avais trouvée de l'autre côté de cette obscurité. Me levant du quai, je retournai au cottage, ma maison maintenant, dans tous les sens du terme. À l'intérieur, je passai mes doigts le long des murs familiers, souris aux photos que j'avais encadrées, et respirai le parfum des fleurs que j'avais coupées du jardin ce matin-là. C'est à moi, murmurai-je aux pièces silencieuses. Enfin, tout est à moi. Pas seulement la propriété ou les biens, mais ma vie elle-même, mes choix, mon avenir, les choses que mes parents avaient essayé de contrôler mais ne pourraient jamais vraiment posséder. Alors que je traversais le cottage, éteignant les lumières pour la nuit, je m'arrêtai au vieux bureau de grand-père où je travaillais maintenant chaque jour. Dessus se trouvait le projet dont j'étais le plus fier, des brochures pour une nouvelle fondation que j'avais créée pour aider les jeunes adultes à reconnaître et à échapper à l'abus financier. Son nom, le Fonds Elias, construire l'indépendance. Parce que certains héritages ne se mesurent pas en dollars mais dans les vies qu'ils transforment. Et c'était une vérité que mes parents n'avaient jamais comprise. Que feriez-vous si vous découvriez que toute votre vie d'adulte avait été construite sur une base de mensonges? Qui deviendriez-vous une fois libéré? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la reprise du pouvoir à ceux qui n'auraient jamais dû le prendre en premier lieu. Au moment où grand-père Elias a nonchalamment posé une question sur une voiture qu'il m'avait achetée, une voiture que je n'avais jamais vue, j'ai vu mes parents se figer comme des criminels pris dans les phares. Dans cette fraction de seconde de silence stupéfait, 26 ans de manipulation, de conseils financiers et d'opportunités mystérieusement disparues ont soudainement pris un sens terrible. Mes parents ne m'avaient pas protégé. Ils m'avaient systématiquement spolié à la fois de mon héritage et de mon indépendance. Ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que la fille qu'ils avaient tant travaillé à contrôler avait hérité de la colonne vertébrale de son grand-père en même temps que de son fonds en fiducie. Ils pensaient enterrer mon avenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que je l'utilise comme fondation pour construire le mien. Le soleil de fin juin filtrait à travers les baies vitrées de la maison de campagne de mes parents, projetant de longs rectangles dorés sur la table de la salle à manger. Mon dîner d'anniversaire pour mes 26 ans battait son plein, avec la lasagne maison de ma mère, ma limonade à la framboise préférée,
et un gâteau au chocolat décoré de bougies qui semblaient danser dans la brise d'été entrant par les fenêtres ouvertes. À Laurel, mon père, Dwight, leva son verre, ses cheveux parsemés d'argent captant la lumière. 26 ans à nous rendre fiers. Que ce soit ta meilleure année. Tout le monde trinqua, et je souris, essayant d'ignorer le nœud familier dans mon estomac qui se formait chaque fois que mon père parlait de mes accomplissements. La vérité était que je n'avais pas l'impression d'avoir grand-chose à célébrer. À 26 ans, je vivais toujours dans le petit appartement que mes parents m'avaient aidé à trouver à seulement 15 minutes de leur maison. Je travaillais dans le cabinet de design graphique où l'ami d'université de mon père m'avait donné un poste, et je remboursais toujours la montagne de prêts étudiants qui ne semblait jamais diminuer malgré mes paiements mensuels. Ma mère, Vivian, me toucha le bras. « Ma chérie, tu as l'air fatiguée. Ce travail t'épuise-t-il trop ?» Son inquiétude semblait sincère, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de contrôlant auquel je m'étais habitué au fil des ans. « Je vais bien, maman, juste occupé avec le comte Peterson. » Je pris une autre gorgée de limonade, espérant changer de sujet. Les décorations de cupcakes reçoivent des critiques élogieuses. La sonnette retentit, et le visage de ma mère s'illumina. « Ce doit être ton grand-père. » Mon cœur se réchauffa instantanément. Grand-père Elias était le seul membre de la famille que je sentais vraiment me comprendre. Il vivait à 3 heures de route dans son petit cottage au bord du lac, et je ne l'avais pas vu depuis plus de 2 ans, pas depuis avant la pandémie quand il avait eu un léger AVC. Mes parents avaient toujours trouvé des excuses pour que nous ne puissions pas lui rendre visite plus souvent. Et quand j'avais suggéré de conduire pour le voir moi-même, mon père avait invoqué des inquiétudes quant à la fiabilité de ma vieille Honda pour un si long trajet. Quand grand-père Elias entra, j'ai failli renverser ma chaise en me précipitant pour le serrer dans mes bras. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, plus fragile, mais ses yeux bleus vifs si semblables aux miens pétillaient de la même malice et de la même sagesse. « Voilà ma Laurel, » dit-il en m'embrassant fermement. « Joyeux anniversaire, ma chérie. » Mon frère, Elliot, arriva en retard comme d'habitude avec sa femme, Jessica, à ses côtés. Il travaillait dans la société d'investissement de mon père et avait toujours été l'enfant prodige, financièrement stable, marié, avec une maison en banlieue que mes parents l'avaient aidé à acheter comme cadeau de mariage. J'essayais de ne pas en être amer. Le dîner reprit avec le joyeux chaos des réunions de famille. Grand-père Elias raconta des histoires sur ses sorties de pêche, Jessica donna des nouvelles de sa récente promotion, et ma mère s'affaira autour des assiettes de tout le monde. Pendant un instant, tout sembla normal, paisible, même, jusqu'au dessert. Alors que ma mère commençait à couper des parts de gâteau au chocolat, grand-père Elias se tourna vers moi avec un sourire désinvolte. « Alors, Laurel, cette voiture que je t'ai achetée roule-t-elle toujours bien ?» Le silence se fit dans la pièce. Ma fourchette resta suspendue à mi-chemin de ma bouche tandis que la confusion m'envahissait. « Quelle voiture ?» Le sourire de grand-père vacilla. « La BMW que je t'ai achetée pour tes 24 ans. Tu sais, celle que nous avons choisie ensemble quand je t'ai rendu visite à l'université pendant ta dernière année. » Il regarda autour de lui les visages soudainement immobiles. « J'ai transféré l'argent sur ton compte il y a 2 ans, assez pour la compte et la première année de paiement. » Je le fixai d'un air vide. « Grand-père, je n'ai jamais reçu de voiture de ta part. Je conduis toujours ma vieille Honda. » Mes parents échangèrent un regard rapide qui me glaça le sang. Mon père se racla la gorge. « Papa, je pense que tu es confus. Tu n'as jamais acheté de voiture à Laurel. » Les yeux de grand-père se plissèrent. « Dwight, n'essaie pas de me dire que je suis confus. Je suis peut-être vieux, mais mon esprit est plus vif que jamais. » Il se retourna vers moi. « Laurel, je t'ai envoyé les papiers. Une BMW série 3 bleue. Tu as dit que c'était la voiture de tes rêves. » La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. La main de ma mère trembla légèrement alors qu'elle posait le couteau à gâteau. « C'était juste après mon AVC, » continua grand-père, sa voix devenant plus ferme. « Je voulais m'assurer que tu avais un moyen de transport fiable. J'en ai parlé à tes parents quand ils sont venus m'aider à me rétablir. » Le rire de mon père sonna forcé. « Papa, tu prenais beaucoup de médicaments après ton AVC. Tu as dû rêver tout ça. » Mais quelque chose dans les yeux de mon grand-père eut une certitude, une clarté me tordit l'estomac. Je regardai ma mère, dont le visage était devenu blanc comme un linge. Mon frère devint soudainement très intéressé par sa serviette. « Je n'ai jamais reçu de voiture, grand-père, dis-je doucement.
Je t'aurais appelé 1000 fois pour te remercier si c'était le cas. Grand-père Elias repoussa lentement sa chaise, les jointures blanches autour de sa canne. Dwight, Vivian. Un mot. Maintenant. Ils le suivirent dans la cuisine, et bien qu'il parle à voix basse, la tension filtrait à travers la porte battante. Je restais assise, figée, mon esprit s'emballant pour donner un sens à ce qui se passait. Jessica évitait mon regard. Elliot n'arrêtait pas de jouer avec son alliance, une habitude nerveuse qu'il avait depuis l'enfance. « Tu sais quelque chose ?» murmurai-je à mon frère. « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'Elliot ne puisse répondre, grand-père Elias sortit de la cuisine en trombe, le visage rouge de colère. Sans un mot à personne, il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Grand-père, attends » l'appelai-je, me précipitant après lui. « Laisse-moi te ramener à la maison. » Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Non, j'ai besoin de réfléchir. Mais je te contacterai très bientôt. » Il m'embrassa sur la joue et murmura, « Quelque chose ne va pas ici. Fais confiance à ton instinct. » Après son départ, mes parents retournèrent dans la salle à manger avec des sourires forcés. « Ton grand-père a toujours été un peu excentrique, » dit mon père doucement, surtout depuis son AVC. « De quoi parlait-il » demandai-je. « Honnêtement, ma chérie, nous n'en avons aucune idée, » dit ma mère, sa voix mielleuse mais ses yeux vifs. Tu sais comment les personnes âgées peuvent être confuses. Mais grand-père Elias n'était pas confus. Il était beaucoup de choses têtues, opiniâtres, parfois bourru mais jamais confus. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je ne pus dormir. Quelque chose dans toute cette soirée semblait faux, comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait. Je me souvins de la rapidité avec laquelle mes parents avaient rejeté les affirmations de grand-père, comment ils avaient essayé de le faire passer pour sénile. Je repensais aux 2 dernières années. Il y avait eu des moments étranges, des papiers que mon père m'avait demandé de signer alors que je me dépêchais entre 2 quarts de travail, du courrier que ma mère avait proposé de trier pour moi quand j'étais submergé par les échéances, des relevés bancaires que je ne semblais plus recevoir après que mes parents m'aient suggéré de passer au vert avec les relevés électroniques. Puis je me souvins d'une lettre recommandée que grand-père avait mentionnée lors d'un appel téléphonique l'année dernière, quelque chose d'important qu'il voulait s'assurer que j'avais bien reçu. Quand je lui avais dit qu'elle n'était jamais arrivée, il avait semblé inquiet mais avait dit qu'il ferait un suivi. D'une manière ou d'une autre, dans le chaos du travail et de la vie, j'avais tout oublié. Me redressant dans mon lit, je pris un carnet et commençai à faire une liste, trouver le récépissé de la lettre recommandée. Vérifier les relevés bancaires pour de gros dépôts. Chercher tout document portant ma signature. Appeler la préfecture pour l'immatriculation d'une voiture à mon nom. Une voiture que je n'ai jamais reçue. De l'argent que je n'ai jamais vu. Quelque chose n'allait pas seulement. C'était délibérément caché. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je commençais à me demander si les parents qui prétendaient vouloir mon bien m'avaient menti depuis le début. Le lendemain de mon dîner d'anniversaire, je me suis déclaré malade au travail. Mes mains tremblaient tandis que je fouillais dans mon tiroir fourre-tout, à la recherche de toute trace de cette lettre recommandée que grand-père avait mentionnée. Rien. Mon appartement était petit, un 2 pièces avec à peine assez d'espace pour mes meubles d'occasion et mes fournitures d'art. Mes parents avaient insisté sur le fait que cet endroit était parfait pour l'instant, quand j'ai obtenu mon diplôme, m'éloignant des complexes plus agréables de l'autre côté de la ville. « Tu ne veux pas te surcharger financièrement » avait dit mon père en me tapotant l'épaule. « Fais-moi confiance, je m'y connais. » Je leur avais fait confiance toute ma vie. C'était peut-être ma première erreur. Après 1 heure de recherche, je trouvai ce que je cherchais, non pas la lettre elle-même, mais un avis de passage de la poste datant de près de 2 ans. La date correspondait à la période juste après l'AVC de grand-père. Je faisais des heures supplémentaires cette semaine-là, remplaçant un collègue. Ma mère avait proposé de vérifier mon courrier. L'avis était froissé, comme si quelqu'un l'avait chiffonné avant de changer d'avis et de le lisser à nouveau. L'écriture de ma mère était dans le coin, réglée. Mais comment? Et par qui? Je me rendis au bureau de poste, serrant l'avis. Le vieux guichetier, Martin, d'après son badge, le regarda avec scepticisme. « C'est assez vieux, dit-il, mais je peux vérifier le numéro de suivi. » Quelques minutes plus tard, il revint. Signé et livré le 18 avril 2023. « Qui a signé ?» demandai-je, la bouche sèche. Il tourna l'écran pour que je puisse voir. Il y avait mon nom dans une écriture qui ressemblait à la mienne mais qui ne l'était pas,
ce n'est pas ma signature, murmurai-je. L'expression de Martin s'adoucit avec inquiétude. Si vous pensez qu'il y a une fraude postale, vous devriez déposer une plainte. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de cette livraison? Ça aurait été une lettre recommandée. Il secoua la tête, puis s'arrêta. Attendez, est-ce que ça venait d'un monsieur âgé? Cheveux blancs, marche avec une canne? Mon cœur s'emballa. Oui, c'est mon grand-père. Je me souviens de lui. Un homme charmant. Il est venu plusieurs fois pour demander des nouvelles de ce paquet. Il semblait vraiment inquiet qu'il vous parvienne en toute sécurité. Il a dit qu'il contenait des documents de voiture et un chèque de banque. Une vague de froid me parcourut. Donc, grand-père n'avait pas été confus après tout. Mon prochain arrêt fut la préfecture. Après avoir attendu 2 heures, j'atteignis enfin le guichet et expliquai que je devais vérifier s'il y avait des véhicules immatriculés à mon nom. L'employé tapa sur son clavier. Oui, il y a eu une BMW série 3 de 2023 immatriculée à votre nom il y a environ 2 ans. Il y a eu? Ma voix se brisa. Elle a été transférée à un autre propriétaire l'année dernière. Elle tourna l'écran, me montrant le document de cession avec ma signature en bas. Une signature que je n'avais jamais écrite. Puis-je avoir une copie de ce document? 10 minutes plus tard, j'étais assise dans ma voiture à regarder le papier. La falsification était bonne mais pas parfaite. Celui qui avait signé mon nom avait fait le L de Laurel trop bouclé, avait barré le T d'Everard trop haut. De petits détails que personne ne remarquerait à moins de regarder attentivement. J'étais définitivement en train de regarder maintenant. Mon téléphone vibra avec un texto de ma mère. Comment te sens-tu, ma chérie? As-tu besoin de soupe? Comme si tout était normal. Comme s'il ne m'avait pas menti pendant des années. Je l'ignorais et me rendis à ma banque. Le caissier ne trouva aucune trace d'un dépôt important d'il y a 2 ans, ce qui ne me surprit pas. Si mes parents avaient intercepté la lettre de grand-père, ils auraient pu intercepter n'importe quoi. J'aimerais voir toute l'activité du compte des 3 dernières années, dis-je. Nous devrons consulter les archives, expliqua le caissier. Cela pourrait prendre quelques jours. Ce n'est pas grave. Je laissai ma demande et rentrai chez moi, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Ce soir-là, mes parents se présentèrent à mon appartement sans prévenir, apportant des plats à emporter et des sourires inquiets. L'eau de Cologne de mon père emplit mon petit salon alors qu'il s'installait sur mon canapé comme s'il en était propriétaire. Nous étions inquiets quand tu n'as pas répondu au texto de ta mère, dit-il en déballant des contenants de nourriture que je n'avais pas demandé. Ma mère planait à proximité, redressant des objets sur mon étagère. Tu te sens mieux? Ton patron a appelé pour te chercher. Bien sûr qu'il l'avait fait. Mon père m'avait trouvé ce travail. Mon père connaissait mon patron. Mon père savait probablement ce que j'avais commandé pour le déjeuner la plupart des jours. Je suis allé à la préfecture aujourd'hui, dis-je sans préambule. Le contenant dans la main de mon père s'arrêta en l'air. Les doigts de ma mère se figèrent sur le dos d'un livre. Il y avait une BMW immatriculée à mon nom il y a 2 ans. Vendue l'année dernière avec ma signature sur la cession. Je gardais ma voix stable bien que mon cœur batte la chamade dans ma poitrine. Sauf que je n'ai jamais rien signé. Mon père posa soigneusement le contenant. Laurel, je pense que tu es confuse. Ne fais pas ça. Le mot sortit plus sec que je ne l'avais prévu. Ne me dis pas que je suis confuse. C'est ce que vous avez dit à grand-père. Ma mère s'avança, son visage un masque d'inquiétude. Ma chérie, ton grand-père a des difficultés depuis son AVC. Tu le sais. La poste se souvient qu'il m'a envoyé des documents de voiture et un chèque. Des documents que je n'ai jamais reçus parce que quelqu'un d'autre a signé pour eux. Je croisai le regard de mon père. Quelqu'un a falsifié ma signature. 2 fois. L'expression de mon père se durcit. Tu tires des conclusions folles basées sur les délires de ton grand-père. Es-tu sûr que tu ne couvres pas quelque chose? Tu sembles fiévreuse. Ma mère posa une main fraîche sur mon front avant que je puisse me retirer. Tu te montes la tête pour rien, ma chérie. Tu devrais peut-être t'allonger. Leurs manipulations étaient si lisses, si rodées que pendant un instant, je les ai presque crues. Presque. Sortez, dis-je doucement. Laurel, commença ma mère. Sortez, criai-je, me surprenant moi-même.
J'ai besoin de réfléchir sans que vous soyez là à essayer de me faire douter de moi-même. » Ils partirent à contre-cœur, ma mère me faisant un baiser sur la joue qui me sembla une marque au fer rouge, mon père m'avertissant de ne rien faire d'irréfléchi. L'appartement semblait plus vide mais d'une certaine manière moins étouffant après leur départ. Je passai les 3 jours suivants à creuser. Je demandais des rapports de crédit, des relevés bancaires, des registres de propriété, tout ce qui pourrait montrer ce qui était arrivé au cadeau de grand-père. Le 4e jour, je le trouvai, le numéro de série de la BMW et des registres montrant qu'elle avait été vendue à un concessionnaire à Riverside. Quand j'appelai le concessionnaire, ils confirmèrent la vente. La voiture avait été reprise par Elliot Everhart, mon frère. Je l'ai confronté ce soir-là chez lui pendant que Jessica était à son club de lecture. Au début, il essaya de tout nier, mais Elliot n'avait jamais été un bon menteur. Maman et papa ont dit que c'était pour ton bien, admit-il finalement, s'effondrant sur les marches de son Porsche. Ils ont dit que tu n'étais pas prête pour une voiture comme ça, que tu serais imprudente, que tu t'endetterais. Alors ils t'ont fait la vendre? J'étais incrédule. Ils ne voulurent pas croiser mon regard. Ils m'ont promis une part si je m'en occupais discrètement. 20 000 $ pour notre acompte. Il désigna la maison derrière lui, la maison que je pensais qu'il l'avait aidé à acheter comme cadeau de mariage. Tu as vendu ma voiture que grand-père m'a achetée et tu as utilisé l'argent pour ta maison. Ma voix tremblait de rage. Laurel, tu dois comprendre. Papa a dit que grand-père devenait sénile, qu'il prenait des décisions irréfléchies. Papa a dit qu'il ne faisait que te protéger. Me protéger en me volant? En me mentant? Des larmes me brûlaient les yeux. En falsifiant ma signature? Elliot tressaillit. C'était l'idée de papa. Il a dit que tu ne le remarquerais jamais. Et je ne l'avais pas fait. Pas avant que la question innocente de grand-père n'ait tout fait éclater. Combien grand-père a-t-il donné pour la voiture? Demandai-je. Elliot déglutit difficilement. 50 000. Et il y avait un fonds en fiducie pour tes études, ton logement, de l'argent de démarrage pour ta propre entreprise de design un jour. Mes genoux faillirent se dérober. Un fonds en fiducie? Combien? Je ne sais pas exactement. Beaucoup. Papa est devenu ton fiduciaire après l'AVC de grand-père. Il a dit que tout était légal. Je pensais aux prêts étudiants qui m'écrasaient chaque mois. Le petit appartement. Le poste de débutant que je ne pouvais pas quitter parce que mes parents m'avaient convaincu que je ne trouverais rien de mieux. Il y a plus, murmura Elliot, l'air d'être sur le point d'être malade. Il y a une procuration. Papa a dit que tu l'avais signée quand tu aidais avec les papiers médicaux de grand-père après son AVC. Mais je ne l'avais pas fait. Une autre falsification. Un autre mensonge. Je quittai la maison parfaite d'Elliot et me rendis directement chez la seule personne qui pouvait avoir des réponses, la seule personne qui avait essayé de m'aider depuis le début. Grand-père Elias vivait dans un modeste cottage au bord du lac qui appartenait à notre famille depuis des générations. Quand j'arrivai sans prévenir, il était assis sur son porche comme s'il m'avait attendu. Je savais que tu finirais par comprendre, dit-il, la voix lasse mais les yeux clairs. Tu as toujours été la plus intelligente. À l'intérieur, autour de tasses de thé qui refroidirent pendant que nous parlions, il me raconta tout. Comment il avait créé un fonds en fiducie pour moi à ma naissance. Comment il l'avait alimenté au fil des ans, voulant que j'aie la liberté de poursuivre mes rêves sans souci financier. Comment mes parents avaient progressivement pris le contrôle après son AVC, en utilisant une procuration que je n'avais jamais signée. Je leur ai fait confiance, dit-il, ses mains burinées tremblant. C'étaient tes parents. Je n'ai jamais pensé. Combien y avait-il dans la fiducie, grand-père, demandai-je doucement. Il me regarda avec des larmes aux yeux. Près de 400 000 $ maintenant, avec les intérêts. La pièce sembla tourner autour de moi. 400 000 $. De l'argent qui aurait pu me libérer de mes dettes, m'aider à créer ma propre entreprise, m'acheter une maison, tout avait disparu. Je suis tellement désolé, Laurel, dit grand-père, la voix brisée. J'aurais dû mieux te protéger. Ce n'est pas ta faute, murmurai-je, bien que mon esprit soit en ébullition. Tu as essayé de me le dire. Il fouilla dans un tiroir et en sortit un petit enregistreur. Après avoir commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, j'ai enregistré quelques conversations, juste au cas où. Il appuya sur lecture. La voix de ma mère remplit la pièce, sèche et défensive. Papa,
tu dois arrêter d'interférer. Nous savons ce qui est le mieux pour Laurel. Elle n'est pas prête pour ce genre de responsabilité. Elle flamberait cet argent en un an. Ce n'est pas ta décision, Vivian, répondit la voix enregistrée de grand-père. J'ai mis cet argent de côté pour son avenir, pas pour que tu le contrôles. Nous la protégeons, insista ma mère. Elle a toujours été impulsive, facilement influençable. Tu te souviens de cette folie de l'école d'art? Elle a besoin de conseils. L'école d'art. Le rêve que j'avais abandonné parce que mes parents m'avaient convaincu que c'était irréaliste, inabordable. Mais avec le fonds en fiducie de grand-père, cela aurait été tout à fait à ma portée. L'enregistrement continuait, révélant des années de manipulation et de mensonges. Quand il se termina enfin, je restai assise dans un silence stupéfait. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demandai-je enfin. Grand-père attrapa ma main. « Tu te bats, Laurel. Tu récupères ce qui t'appartient. Et je serai à tes côtés. » Pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose changer en moi, une détermination tranquille remplaçant le doute qui avait été planté là par les personnes en qui j'aurais dû avoir le plus confiance. Grand-père Elias insista pour que je reste à son cottage cette nuit-là. Alors que j'étais allongé dans la chambre d'amis, entouré de papier peint délavé et du doux clapotis des vagues du lac contre le rivage, je me sentis à la fois brisé et d'une certaine manière plus forte que je ne l'avais jamais été. Le lendemain matin, grand-père était déjà réveillé quand je descendis, des papiers étalés sur la table de sa cuisine. « Je suis debout depuis l'aube, dit-il, sans lever les yeux de son travail. J'ai examiné tout ce que j'ai pu trouver sur ta fiducie. » Son visage était tiré par la fatigue, mais ses yeux brûlaient d'une détermination. C'était l'homme dont ma mère parlait rarement, l'homme d'affaires prospère qui s'était bâti à partir de rien, qui avait survécu à la perte de sa jeune femme et avait élevé ma mère seule. L'homme qui avait toujours cru en moi. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il en faisant glisser un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvait une copie de l'accord de fiducie original qu'il avait établi à ma naissance, ainsi que des relevés annuels montrant des contributions régulières. Le relevé le plus récent, daté juste avant son AVC, montrait un solde de 387 453,78 $. Il n'arrêtait pas de dire que tu n'étais pas assez responsable, dit grand-père amèrement. Mais regarde-toi, travaillant 60 heures par semaine dans ce cabinet, payant tes propres factures, ne demandant jamais l'aumône malgré les prêts qu'ils t'ont laissé prendre. Je fixais les chiffres, essayant de traiter l'ampleur de ce qui m'avait été volé. Les prêts étudiants, dis-je lentement. Je n'aurais jamais dû en avoir besoin. Le visage de grand-père s'assombrit. La fiducie était spécifiquement créée pour ton éducation. C'est pourquoi j'ai continué à y contribuer même après ton diplôme. Je savais que tu voulais obtenir un master un jour. Le master en design graphique que j'avais abandonné parce qu'il semblait financièrement impossible. Un autre rêve brisé par la fiction que mes parents avaient créée. Il y a autre chose, dit grand-père avec hésitation, quelque chose que j'ai reconstitué à partir des relevés bancaires. Il sortit un autre dossier. Il y a eu un appartement acheté à ton nom il y a environ 1 an et demi à Portland. Mon cœur rata un battement. Portland, où j'avais toujours parlé de déménager, où la scène du design était florissante. Une première maison, continua grand-père. J'avais mentionné à ton père combien tu avais toujours aimé cette ville. Il a dû utiliser l'argent de la fiducie pour la compte, le mettre à ton nom. Puis le vendre, terminai-je, me sentant mal, sans que je sache jamais qu'il existait. Nous passâmes la journée à reconstruire la chronologie du vol, la voiture, l'appartement, les investissements liquidés, les urgences financières que mes parents prétendaient avoir et qui semblaient toujours coïncider avec ma signature de documents que je ne lisais jamais entièrement. Ils t'ont maintenue dépendante, dit grand-père doucement. T'ont gardé près d'eux, t'ont gardé dans le besoin. Mais pourquoi? La réponse me vint soudainement, douloureusement claire. Le contrôle. Maman n'a jamais voulu que je parte. Tu te souviens comment elle a pleuré pendant des semaines quand j'ai parlé d'étudier à l'étranger? Comment elle est tombée malade juste avant que je ne sois censé emménager dans les dortoirs? Grand-père hocha lentement la tête. Et ton père a tout permis. Il en a probablement aussi profité financièrement. Alors que le soir tombait, je retournais à mon appartement pour prendre quelques vêtements et mon ordinateur portable. Je prévoyais de rester avec grand-père pendant que nous réglions tout. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver mes parents qui m'attendaient, assis dans mon petit salon comme s'ils en étaient propriétaires, ce dont je réalisais avec un choc qu'ils avaient peut-être réellement arrangé.
Laurel, comment ça mon père, sa voix ferme mais douce, la voix qu'il utilisait pour conclure des affaires. Nous devons parler de ces accusations que tu as portées.